Et nous voici sur le plateau de l'émission L'Aller-Cour, encore avec deux invités pour deux rubriques. En santé, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral et nous serons avec le docteur Foxounan Sakadi. Vous êtes neurologue. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Le second invité, c'est le professeur, on va dire, Bichara Mohamed Berdey, qui va nous parler de l'importance des matières scientifiques. Merci. Bonjour professeur et bienvenue sur le plateau de l'Aller-Cour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci docteur. Professeur, ici c'est docteur, tu vois, c'est un plateau vraiment exceptionnel. Ah ouais, quand même. Eh bien donc, avant d'entamer notre rubrique santé avec docteur Foxounan, nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir. Retour sur ce plateau de l'émission L'Aller-Cour. Professeur, nous avons le professeur pour la rubrique éducation qui va nous parler de l'importance des matières scientifiques. Docteur, parlez-nous d'abord de votre parcours, professeur. D'accord, merci bien et merci pour l'invitation sur votre plateau et j'aimerais profiter de cette occasion pour dire un bonjour à tous les éducateurs à travers le Tchad et j'aimerais bien remercier de leur effort qu'ils font pour l'éducation de nos enfants et de nos cadets. Et en fait, moi, c'est professeur Bichara Derdezen. Je suis professeur à l'Université de l'État de Californie, mais je suis un pur produit du Tchad. Et voilà, donc je suis aussi chercheur associé au Centre national de recherche pour le développement ici à N'Djamena. Et voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux pour amener ma pierre à l'édifice. Merci, professeur. Merci. Nous allons revenir également à notre docteur qui va nous parler des accidents vasculaires cérébraux. Parlez-nous, c'est quoi l'AVC, docteur? Merci beaucoup. Merci, c'est une question très intéressante. L'accident vasculaire cérébral, c'est une perturbation, disons, de manière brutale au niveau du cerveau, de la circulation sanguine, et qui se traduit par des manifestations neurologiques qui peuvent être, disons, une faiblesse d'un hémicorps, ou en tout cas un trouble de langage, ou un trouble visuel, ou on peut dire aussi un trouble, disons, d'équilibre. Et cependant, il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux, à savoir l'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est que cette perturbation de la circulation sanguine est due à une obstruction d'un caillot dans les vaisseaux. Et cela donne en amont des situations qui vont entraîner la nécrose ou bien en tout cas la mort cellulaire des cellules nerveuses et entraîner des conséquences. Deuxièmement, ça peut être un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et l'accident vasculaire cérébral hémorragique est dû plutôt à l'éclatement de l'artère et donc le sang se déverse dans le cerveau et entraîne aussi les mêmes manifestations. Cependant, l'accident vasculaire cérébral ischémique est le plus fréquent. Dans le monde, c'est 80% des cas. Et en Afrique, c'est environ 60 à 65% des cas. Et l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est environ 20% des cas dans le monde, et en Afrique, c'est environ 40-45% des cas. Et cet accident vasculaire cérébral, il est aussi à différencier avec un accident ischémique transitoire, et qui est aussi une forme d'accident vasculaire cérébral ischémique, mais qui n'est pas constitué. Ce sont des signes qui s'installent, mais qui disparaissent au cours d'une heure. Et là, c'est un signe annonciateur d'un accident vasculaire cérébral constitué. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des signes, on va dire, des accidents cérébraux? Oui, pour parler des signes, en fait, déjà, il faut savoir que ce sont des signes qui s'installent de manière très brutale. Et c'est la faiblesse d'un hémicorps, ou en tout cas d'un membre. Dans le côté, la patient se lève ou il chute. Et après, il sent qu'un de ses côtés ne fonctionne pas, ou il ne sent pas très bien dans l'un de ses côtés. Et aussi au niveau du visage, avec une déviation de la bouche
ou encore un trouble de langage, un patient, une personne, un individu qui n'arrive plus à parler, ou en tout cas un trouble aussi visuel, qui survient de manière brutale, le patient n'arrive plus à voir, ou en tout cas il a un trouble de l'équilibre. Du coup, ça arrive brutalement, il n'arrive plus à marcher tout droit et titube, ou il n'arrive pas à garder l'équilibre. Ça peut être aussi un trouble de coordination. C'est des gens que quand vous les demandez peut-être de faire des activités, par exemple fermer les boutons, etc., ils ont des difficultés à les faire. Et tous ces signes s'installent de manière très brutale. D'ailleurs, pour très vite reconnaître avec la population, on parle de vite, c'est-à-dire V, c'est-à-dire ils ont un trouble au niveau du visage, c'est la déviation de la bouche. Oui. Et I, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à mouvoir un des membres. Et il y a T, c'est-à-dire qu'il y a un trouble de langage. Et quand vous avez vu cela chez un de vos parents, alors c'est une extrême urgence. Il faut l'amener à l'hôpital très rapidement, puisque cela dépend de la prise en charge. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, quand on arrive là? Alors, dès qu'on a ça, dans les pays un peu organisés, il y a des numéros verts qu'il faut appeler, et le SAMU, le service des urgences ambulatoires, viennent récupérer le patient et aller faire très vite passer à l'imagerie, savoir est-ce qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique ou est-ce qu'il s'agit d'un accident vasculaire hémorragique. Et c'est ischémique, il y a un traitement, si c'est dans le 4h30, on parle de la thrombolyse, c'est-à-dire on va détruire ces caillots pour permettre une revascularisation dans les 4h30. Maintenant, jusqu'à 6h à 8h de temps de cet AVC, on peut faire ce qu'on appelle une thrombectomie, c'est-à-dire on passe à travers les veines au niveau du pli de l'aine et on va jusqu'au niveau du cerveau et on enlève le caillot, donc pour permettre la revascularisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter surtout un AVC? Pour éviter un AVC, pour éviter un AVC, alors il y a des facteurs de risque, à savoir modifiables et non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables, rien à faire, à savoir il y a l'âge et seconde, il y a aussi l'hérédité, ça on ne peut pas le modifier. Cependant, il y a les facteurs modifiables qui sont responsables de la majorité des AVC, à savoir l'hypertension artérielle qui est le chef d'orchestre. Il y a, disons, le diabète, il y a, disons, le tabagisme, il y a, disons, l'excès de consommation d'alcool, il y a la sédentarité, il y a aussi certaines maladies cardiaques comme étant, disons, quand on parle de valvulopathie ou encore des troubles du rythme au niveau du cœur, il y a aussi le stress, il y a aussi, disons, l'obésité, ou en tout cas le surpoids, voilà, et aussi l'apnée du sommeil, c'est-à-dire pour certains, quand ils dorment avec des arrêts respiratoires, c'est aussi un facteur de risque pour un accident vasculaire cérébral. Quelle est l'espérance d'une vie après un AVC? Alors, je reviens un peu sur l'épidémie, parce que je n'ai pas parlé. En fait, l'accident vasculaire cérébral, c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer, après les maladies cardiaques. Et c'est aussi la première cause d'handicap moteur non traumatique chez l'adulte. Et c'est aussi la deuxième cause de démence. Alors, pour revenir... C'est-à-dire que pour les gens qui perdent la mémoire, on peut dire en termes simples, c'est que la première cause de la perte de mémoire chez l'adulte, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais la seconde cause, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est pour vous dire que quand une personne fait un accident vasculaire cérébral, après un accident vasculaire cérébral, il perd environ 50% de sa capacité. On peut dire intellectuelle ou sa capacité de réflexion, d'activité, etc. Donc après 2 accidents vasculaires cérébraux, vous savez ce qui reste de la personne. Moi, ça sera effacé. Parce que si c'est 50% part, 50%, il n'y aura rien. C'est compliqué. Alors, docteur, quel traitement propose-t-on après un AVC? Donc le traitement, il y a le traitement curatif. Là, ça dépend de l'heure. J'ai parlé tout à l'heure de la thrombolyse. Si le patient est arrivé à l'heure, c'est-à-dire dans les 4h30, on peut faire la thrombolyse. On envoie à travers les veines des produits pour permettre de détruire ces caillots. Maintenant, il y a aussi la thrombectomie.
C'est quand le patient vient dans l'heure, dans les 6 heures ou dans les 8 heures, on part chercher, à travers la veine, on part chercher le caillot pour l'enlever. Et donc, ça, ce sont les traitements curatifs le patient peut récupérer totalement. Ça, c'est dans les heures. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un accident vasculaire cérébral, il faut attaquer vite parce que chaque 1 minute passée, il y a 2 millions de neurones qui meurent. Du coup, si le patient vient après 24 heures, on ne fait que des traitements préventifs. Alors, donc, ces traitements préventifs, c'est mettre l'antiagrégat plaquettaire, c'est pour permettre de fluidifier un peu le sang et surtout traiter la cause de la maladie. Il faut rechercher la cause et la traiter. Ça peut être l'hypertension artérielle, il faut la traiter. Ça peut être l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de lipides dans les vaisseaux. Il faut le traiter, il faut mettre des médicaments pour ça. Mais souvent, on nous conseille surtout le sport. Hein. Est-ce que le sport peut également aider à éviter vraiment un AVC? Oui, le sport est très bien. C'est pourquoi on a dit qu'il faut pas. La sédentarité, c'est un facteur de risque. Donc, pour éliminer la sédentarité, il faut le sport. Et le sport, disons, régulier. On conseille en tout cas au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, pour permettre au cœur de bien fonctionner et qu'il n'envoie pas les problèmes au niveau du cerveau. Alors, docteur, parlant du cerveau, on se rend compte que des personnes qui ont été atteintes par cette maladie se souviennent plus, ils ont plus le souvenir passé que des choses récentes. Oui, là, quand on échange avec eux, on a l'impression qu'ils nous renvoient plus dans un monde lointain que l'actualité auquel on est confronté. Oui, ça dépend de la zone du cerveau touchée. Parce qu'il y a la zone des mémoires, qui est le lobe temporal. Alors s'il est touché, par exemple, ça peut être, disons, la mémoire à long terme qui peut garder la forme. C'est pendant la mémoire à court terme, la personne a des difficultés peut-être de retenir les nouvelles informations. C'est pendant les anciennes informations sont gardées. Donc on parle d'une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il a déjà des difficultés de retenir les nouvelles choses, mais cependant il peut retenir, il garde les choses anciennes. Maintenant, il peut y avoir aussi des cas où le malade perd aussi les anciennes choses. Ah. Ouais. Alors, docteur, quel conseil à donner surtout aux victimes d'un AVC? Le conseil, c'est déjà, il faut savoir que quand il y a un AVC, le problème n'est pas seulement le patient. Il y a aussi la famille, il y a aussi la société en général. Prenons quelqu'un qui travaille. Il va au bureau, il fait ses activités. Il a un AVC. C'est déjà un handicap parce qu'il ne pourra plus venir travailler. C'est un. Deuxièmement, pour la famille, parce qu'il sera dépendant et l'aide de la famille. Et économique aussi, parce que imaginez que pour une prise en charge de 2 semaines, ça fait environ 500 000 francs CFA. Quand même. Et après, c'est un traitement à long terme. Il ne faut pas arrêter d'un coup. Donc, c'est un traitement continu. Du coup, ça fait aussi un problème. Pour la famille, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle situation et pouvoir lui donner de l'aide à chaque fois qu'il a besoin, quelqu'un à côté de lui pour le faire le massage, la kinésithérapie, ce qu'on dit souvent, le réapprendre s'il perd la parole, le réapprendre à parler, puisque logiquement il y a des spécialistes pour ça, mais ici nous n'en avons pas, donc la famille le fait et parfois ils le font très bien. Donc c'est un peu, et pour le patient aussi, je vais bien aujourd'hui. Après, demain, je ne vais pas bien. C'est difficile, il y a le stress et il faudra discuter avec lui pour qu'il comprenne sa maladie et puis l'accepter. Alors, mais est-il possible de retrouver la mémoire Ça dépend. Après un AVC? C'est possible de retrouver la mémoire, ça dépend des types de causes d'AVC, des types d'AVC. Par exemple, s'il s'agit d'un AVC hémorragique, c'est le sang qui se déverse et ça bloque une partie du cerveau parce qu'il y a du sang. Mais ce sang se résorbe après quelques jours. Du coup, le patient, avec une bonne rééducation, peut récupérer. Mais si c'est cette zone de mémoire qui est touchée et que ces cellules nerveuses à ce niveau sont nécrosées, alors c'est un peu difficile. Avec une bonne rééducation, on peut récupérer une petite partie parce que le cerveau a une capacité de pouvoir changer de partie des zones dans le cerveau pour pouvoir réapprendre à retenir ou en tout cas à apprendre de nouvelles choses, etc. Donc c'est possible, mais ça dépend
disons, du suivi du malade. Docteur, vous avez un dernier mot en termes de conseils? Le dernier mot, c'est qu'il faut consulter, il ne faut pas attendre qu'on tombe malade. Donc il faudra consulter pour souvent annuellement déjà pour voir un cardiologue s'il n'y a pas de souci au niveau du cœur, voir son sang, s'il n'est pas diabétique, éviter le tabac, éviter de consommer beaucoup d'alcool, faites beaucoup de sport, manger sainement. Voilà ce que je peux apporter comme conseil. Merci, docteur Foksuna Sakadi. Vous êtes neurologue. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu, docteur. Merci. La prochaine rubrique, Madi? Éducation. Alors, éducation, c'est juste après cette petite pause. Retour sur le plateau de l'émission L'Aléco. Et en éducation, je le disais tantôt, nous sommes avec professeur Bichara Mohamed Derdey. Bichara Mohamed Derdey. C'est Derdey. Derdey. Voilà. Derdey. Bonjour. Eh bien, il met l'accent pour qu'on prononce bien. Là. Oui, Derdey. Bonjour professeur, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, pourquoi choisir les matières scientifiques? Pourquoi choisir les matières scientifiques? Parce que ce sont les matières les plus compétitives dans le monde. Donc actuellement, si on excelle dans les matières scientifiques à un degré assez élevé, on peut être recruté à la NASA, on peut être recruté à Facebook, on peut être recruté à Google, on peut être recruté dans les meilleures compagnies de technologie au monde. Et on a une attractivité non seulement nationale, mais plutôt globale. Mais quelle est l'importance de l'enseignement, on va dire, des matières scientifiques à l'école? L'importance des matières scientifiques à l'école. À l'école. Les matières scientifiques, en fait, ça permet de faire des raisonnements hypothético-déductifs. Et ça, c'est des choses qui vont de soi dans la formation d'un être humain. Alors, mais souvent, on m'a dit, les élèves fuient les matières scientifiques. Moi, je n'aimais pas. Tu fais partie? Je n'aimais pas. Mais pourquoi? Les élèves fuient... Parce que ça donne beaucoup de boulot, il faut beaucoup réfléchir, être souvent devant, je sais pas, au tableau. Pourquoi les élèves fuient? En fait, la raison est très simple, en fait. Pourquoi les élèves fuient? En fait, parce qu'en tant qu'être humain, on fait des choses parce qu'on attend quelque chose en retour, en général. Et les enfants, ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas de valeur en mettant d'efforts dans les matières scientifiques. Et ça, c'est un problème de notre système éducatif tchadien. Et donc, si les élèves ne s'intéressent pas aux matières scientifiques, ce n'est pas leur propre faute, c'est aussi notre faute. Et donc, c'est parce qu'on ne les fait pas comprendre pourquoi ces matières sont importantes. Et en fait, il y a plusieurs problèmes. En fait, c'est un problème qui est mondial, mais il y a 3 causes principales. Donc, la première cause, c'est au Tchad du moins, c'est le manque, ou plutôt l'inexistence même de la méritocratie dans le système du gouvernement au Tchad. Parce que les matières scientifiques sont nettement beaucoup plus difficiles que les autres matières. Et donc, si un élève ne voit pas un avenir prometteur en se focalisant sur les sciences, pourquoi il va le faire? Il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de projection et il n'y a même pas d'utilité à le faire. C'est vrai. Et donc, en tant qu'être humain, on est fait pour choisir la voie la plus facile. Bien sûr. Et donc, les sciences, les mathématiques, les physiques, c'est des sciences dites dures. Donc, généralement, on essaie de les éviter pour prendre les matières. Le problème, il est à quel niveau? Parce que quand un élève fuit, c'est qu'il a du mal à comprendre surtout les matières scientifiques. Maintenant, le problème, c'est que c'est les enseignants ou soit c'est les élèves qui ne sont pas reçus. Mais est-ce qu'il fuit aussi, Nasradine? Justement, il fuit. Tout à l'heure, le professeur, pas bien le maths, il a relevé que c'était plutôt les matières difficiles. Mais est-ce qu'on fuit parce que c'est difficile? Non.
Non. On ne fuit pas Parce que je sais que moi, j'ai fui, mais ce n'est pas parce que c'était difficile, mais je ne comprenais pas où ça m'a mené. Parce que c'est difficile. Donc, non. C'est difficile. Parce que Non, la c'est pas chimie, difficile. par exemple, C'est pas quand on difficile. parle de trucs là, tu calcules les H, je dis, mais c'est pour aller où je ne comprends pas. Exactement. Alors qu'en littérature, je sais là où le monsieur est en train de m'amener. Quand je lis, je comprends, je retiens les mots. J'arrive à donner des explications. Ça, c'est mon monde. Mais quand tu me parles de maths là, c'est compliqué. Il faut l'aimer en fait. En fait, justement, il faut comprendre. Oui. Allez-y, professeur. Non, en fait, j'ai pas fini mon premier point. Le premier point, c'est la méritocratie. Oui. Donc, il ne voit pas quelque chose de prometteur derrière ça. Le second point, c'est aussi, le second point, c'est aussi un problème d'orientation. Donc, en principe, dans chaque établissement scolaire, il doit y avoir un conseil d'orientation pour essayer de canaliser un peu les étudiants, les élèves, afin de maximiser leur talent en fonction de leur savoir-faire ou encore leur statut socio-économique. Et le troisième point, c'est aussi le manque de débouchés sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a plusieurs ingénieurs qui sont formés dans les écoles ou bien instituts supérieurs au Tchad, mais qui ne sont pas recrutés à la fonction publique ou même dans les entreprises privées sur la base du mérite. Et donc, ceci revient à mon premier point de la méritocratie. Et donc, le troisième point, c'est un peu la responsabilité est un peu partagée entre les enseignants et le département en charge de l'éducation nationale. Parce qu'on n'arrive pas à mettre à jour notre curricula pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui a 15 ans, il est vite distrait avec les réseaux sociaux, les TikTok. C'est facile d'être distrait. Alors que, voilà, il y a 15 ans, il n'y a aucune distraction. Donc, il n'y a que ça à faire. Et donc, notre curriculum n'a pas changé depuis des décennies pour répondre aux besoins de nos jours. Et donc, c'est très facile de dire que les étudiants, les élèves ne font pas des efforts, mais en réalité, la responsabilité est beaucoup plus partagée. Oui. Mais surtout sur le point, professeur, le point où vous dites que s'ils ne veulent pas faire, c'est pas aussi aimer également les matières scientifiques, c'est parce qu'ils ne savent quoi faire après. Oui. Aujourd'hui, il y a des docteurs. Oui. Oui. Je prends l'exemple du docteur Foxoda qui est là. Oui. Oui. Parce que la médecine aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, surtout beaucoup des élèves veulent vraiment être des docteurs. C'est pourquoi je me permets de poser une question à notre docteur. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire la médecine? C'est vrai. Merci, c'est une très belle question. Déjà, je crois que c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. Quand j'étais encore au CP2, je crois. Et souvent quand j'écrivais... CPD là-bas? Oui. Ça a commencé quand même. Souvent quand j'écrivais, je mettais toujours docteur. Ouais. Parce que j'étais ébahi par un infirmier, que quand j'étais malade, moi j'étais très malade, et par m'a amené, c'était à Guelendin, et par m'a amené au centre de dispensaire. Et après son injection, je suis guéri, j'ai dit que moi là je vais être conduit. Et du coup je mettais le docteur, je ne savais pas trop ce quoi le docteur, le médecin, mais je mettais docteur, donc ça a évolué. Et je crois après le bac, je suis parti faire un peu la langue, mais j'étais toujours dans l'idée de faire la médecine. Oui. Donc j'ai grandi avec cette idée et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Donc c'est pour revenir, on va revenir un peu au professeur, c'est pour montrer à quel point il y a une défaillance au niveau de l'orientation des élèves. Parce que lui, le médecin, il a été emporté, ou bien plutôt, il était motivé par un infirmier. Vous voyez un peu les motivations. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc, l'infirmier qui apparaît comme un sauveur de notre médecin. Donc, vous voyez un peu à quel point... Professeur, maintenant, la question de l'orientation. Oui. Est-ce que ça ne cause pas également un problème? Effectivement, c'est un sérieux problème. Ailleurs, dans les autres pays, du moins dans les pays organisés, comme le docteur vient de le dire, dans chaque lycée, il y a un conseiller d'orientation. Et en fonction des compétences de chaque élève, on les guide vers des métiers ou bien des filières spécialisées. Et effectivement, cette façon de faire, elle n'est pas parfaite non plus, parce que souvent les conseillers eux-mêmes sont un peu biaisés
Mais encore voilà, effectivement. On doit se tourner vers qui, Mais, professeur? voilà. Mais en réalité, les conseillers, ils aident en général. Oui. En fait, au Tchad, on n'a pas ces problèmes parce qu'on est effectivement plus ou moins homogène. Mais c'est dans les pays où il y a plusieurs races, où il y a des blancs, des noirs. Oui. Et donc c'est là où il y a un problème un peu de faciès, où voilà, un conseiller pourra dire à quelqu'un, bah, écoute, tu as 19 en mathématiques, mais tu dois être un infirmier, par exemple, ou plutôt, je ne sais pas, faire la mécanique agricole. Donc ça, c'est le problème qui existe. Alors qu'il peut mieux faire que ça. Pardon? Alors qu'il peut mieux faire que ça. Il peut faire mieux que ça, mais effectivement, comme il y a un problème de billets, et puis voilà, donc les gens, ils ne les guident pas d'une manière aussi... Bon, c'est pas qu'ils ne guident pas d'une manière honnête, mais c'est parce que ils se basent sur des données historiques qui, voilà, donc tu as une telle situation socio-économique. En fait, ils ne se basent pas seulement sur les compétences actuelles, mais ils se basent un peu sur l'historique de la personne pour dire, écoute, ton père est un éleveur, bon, vaut mieux faire l'élevage, par exemple. Voilà. Donc, le suivisme. Voilà, le suivisme. Donc parfois, effectivement, bon, la plupart sont bons, mais bon, il y a des cas ici et là. Oui, où, voilà. Professeur, on va essayer de motiver un peu les élèves ce matin. On va prendre en général les élèves tchadiens. Oui. Dites-leur pourquoi ils doivent s'intéresser aux matières scientifiques et qu'est-ce qui leur réserve l'avenir. Pourquoi s'intéresser aux matières scientifiques? En fait, ouvrir un peu les yeux sur les matières scientifiques et les perspectives d'avenir. Les perspectives, elles sont illimitées. Illimitées, on se limite nous-mêmes. Mais nos capacités sont vraiment illimitées. On peut devenir les meilleurs ingénieurs, on peut devenir les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens. Et les Tchadiens, au Tchad, on a des talents. Donc on ne les pousse pas jusqu'à ce qu'ils exploitent leurs talents, mais à bas âge, jusqu'au niveau terminal, première année, deuxième année de l'université. Mais c'est après qu'il y a la pression sociale qui les pousse un peu à mettre un peu du côté de leurs talents pour faire d'autres choses. Mais en réalité, on a des talents et c'est pourquoi il faut favoriser les mobilités entre les Tchadiens, entre nos élèves tchadiens dans les pays un peu du Nord, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour mettre en valeur leurs talents et comme ça voler de leurs propres ailes dans les pays de l'Occident et ramener une valeur ajoutée au Tchad. Et pourquoi ils doivent le faire? Pourquoi? S'intéresser aux matières scientifiques au Tchad. Pourquoi ils devraient s'intéresser aux matières scientifiques? Parce que c'est la seule porte de réussite presque certaine. Et en quoi ils seront utiles pour le Tchad en s'intéressant plus? En quoi ils seront utiles? Bon, la voie la plus classique, c'est l'enseignement et la recherche. Mais le Tchad, pour le moment, c'est un pays qui n'est pas assez développé, qui n'est pas développé, je dirais. Mais les choses ne vont pas rester comme ça, les choses vont s'améliorer. Et même actuellement, les choses s'améliorent à petits pas. Oui. Mais bon, les choses vont dans la bonne direction. Et donc, les pays vont changer. Et il y aura des opportunités, il y aura des industries ici, il y aura des sociétés privées. Et j'espère bien que le gouvernement va favoriser un peu la création des entreprises dans le secteur technologique. Et voilà, donc ça va créer un essor pour nos jeunes. Docteur, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à embrasser surtout les matières scientifiques, être aujourd'hui professeur? Je ne sais pas, vous êtes combien tchadiens professeurs en mathématiques? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ça peut être une leçon surtout à ces élèves-là qui nous suivent en ce moment. C'est une très bonne question et d'ailleurs, la première fois que je me suis intéressé aux mathématiques, je crois que c'était juste en classe de 6e. Et puis, en fait, j'étais parti jouer au football. Et puis, au retour, je me suis arrêté chez un oncle pour lui rendre visite. Et c'était au quartier Chawir, chez le défunt Salih Dougri. Et c'est un oncle. Et donc, j'étais parti et j'ai vu Abakar Mamadou Kouri. À l'époque, il faisait la terminale C et je me rappelais très bien, il travaillait sur un tableau noir et donc il écrivait des formules mathématiques, des formules très jolies. En plus, il avait une très belle écriture, donc exponentielle, intégrale. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas c'est quoi c'est. Bon, ça excitait mon esprit. Donc, je voyais des choses intéressantes et pour la première fois, je me suis dit, ok, voilà, je vois des choses intéressantes, des choses que je n'ai jamais vues. Bon, c'est écrit en français, en langue latine, mais je ne pouvais pas lire.
Ouais. Donc je me suis dit, ok, écoute, il va falloir que je découvre un peu c'est quoi c'est. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux mathématiques. Et des fois, je revenais pour visiter le cousin et les gens de l'oncle, chez l'oncle. Mais en réalité, je ne venais pas pour visiter, je venais pour voir les formules. Ouais. Voilà, donc c'est ça la première chose, le premier déclic pour l'intérêt des mathématiques. Et je ne crois pas que je l'ai dit. Et donc, merci bien à Bakar Mamadou Kouré, merci bien pour l'intérêt que vous m'avez ouvert. Voilà. Jusqu'à être professeur? Non, pas jusqu'à. Bon, en fait, ça c'était le début pour être voilà, Mais la suite. pour s'intéresser aux mathématiques. Bon, après, voilà, bon, j'ai commencé à être un peu bon en mathématiques, 6e, 5e, terminale. Bon, terminale C, je faisais parce que bon, c'était. À l'époque, les gens qui m'entouraient faisaient la série jeu 1, jeu 2, A4, donc voilà, ça n'excitait pas les esprits. Donc, les gens qui faisaient. Il y avait une seule, 2 ou 3 personnes qui faisaient la terminale. Donc et puis ils étaient un peu vénérés. Où ils disaient que voilà, la série C c'était difficile. Oui. Et donc c'était ça ce qui m'a motivé de partir un peu parce que c'est difficile. Je me suis dit que voilà, c'est un défi qu'il faut relever. Et donc j'aimerais bien remercier Bakar Mamadou Kouré et Maman Rosi Zen. Et donc voilà, c'est des gens qui ont fait la série C et donc qui m'ont un peu mis sur les traces des sciences. C'est bien. Pour ça, vous parlez avec un accent. C'est pas notre accent, hein, pas trop familier. Vous avez fait vos études où? J'ai fait des études un peu partout. Bon, j'ai fait jusqu'à la maîtrise, j'ai fait au Maroc. Oui. Le DEA, je l'ai fait au Sénégal. La thèse, je l'ai fait en France. Et après la thèse, je suis parti aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il ne parle pas comme nous. Hein. C'est un anglophone. Bonjour. Aussi. Hein. C'est un anglophone. Merci, professeur Bichara Mamat Derdey. Vous êtes professeur. Vous avez expliqué voilà, l'importance des matières scientifiques. Merci également au docteur Foksuna Sakadi qui a également parlé un peu des AVC, des accidents vasculaires cérébraux.